À toutes et à tous, merci de vous connecter aujourd'hui sur ce webinaire crise énergétique. Je vous propose de vous laisser encore 1 ou 2 minutes, le temps de vous installer avant qu'on lance directement la diffusion du coup et surtout effectivement la partie échange avec nos deux intervenants. Donc, vous avez le temps de prendre un dernier café, mettre le sucre dans la tasse et on va commencer dans 1 à 2 minutes maximum. Je pense qu'on n'est pas trop mal là pour commencer. Je suis ravi en tout cas d'accueillir à la fois Christian et Stéphane sur ce webinaire du coup qui va nous permettre d'échanger, de discuter, de vous laisser aussi la parole à distance sur cette thématique des crises énergétiques. Est-ce qu'on a un système qui est devenu résilient à travers les différentes crises? Est-ce qu'on a du coup appris de ce qu'on a pu rencontrer sur notre système énergétique? Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir? Il y a encore des choses à améliorer? Le rôle des différents acteurs, le rôle des structures, le côté réseau, le côté ENR, la stratégie globale. Est-ce qu'on a construit quelque chose vraiment qui va pouvoir avoir un développement long terme assuré au vu de la dynamique du changement climatique? Pour ce faire, j'ai à mes côtés deux excellents experts nationaux de très haut vol. Je commence par Christian de Pertuis, qui est donc professeur émérite à Paris-Dauphine. Il y a beaucoup d'autres activités. Je vous mentionnerai celle d'auteur en particulier, d'un livre que tu as sorti, ton dernier Climat, 30 mots pour comprendre et agir. Du coup, donc là, il est déjà en librairie. Et un prochain qui va sortir incessamment sous peu, c'est l'exclusivité de ce webinaire, notamment. Prenez une note. Septembre. C'est septembre, voilà. Donc on a le temps d'y réfléchir. On laissera pas la lecture de l'été alors sur la plage. On la gardera pour la rentrée. On la fait pas, il y aura, on verra. On verra. C'est pas moi l'éditeur. Abondance, rareté et équité chez Gallimard. Et j'ai également Stéphane Signoret. Stéphane, du coup, tu es journaliste spécialisé, mais aussi, avec plein d'autres casquettes également, membre de l'association Négawatt et à ce titre intervenant dans un certain nombre de colloques, d'interventions nationales. Et ça te donne également, comme Christian, avec des aspects un peu complémentaires aussi. Christian, tu as des choses autour du carbone assez fort, donc on trouve dans ton parcours notamment. Le côté vénère aussi, qu'on retrouve chez Stéphane, et on vous retrouve aussi sur pas mal de sujets sur la dynamique effectivement de notre système énergétique, le développement, la manière dont effectivement ça se concrétise. Pour faire un petit historique, on est dans la deuxième version de ce webinaire-là, puisqu'il y a 1 an et demi, on avait fait un webinaire, de près sous cette forme-là, si ce n'est qu'on était vraiment en distanciel. Je suis pas sûr que les noms nous permettaient d'être à quelques heures de la même pièce. C'était après le Covid, 2021, de janvier 2021, les enseignements de la crise post-Covid. Est-ce qu'effectivement, on avait appris des choses, on avait découvert beaucoup de choses, sociétalement, individuellement aussi, mais on avait aussi appris beaucoup de choses sur notre système énergétique, la baisse de régime, le prix sur les marchés aussi, qui est inverse à ce qu'on a là aujourd'hui. Et on s'était sorti de là en disant, c'est impressionnant quand même le travail qui avait été fait, on ne s'attendait pas à ça, on est à peu près tenu. Et là, on pensait être tranquille, deuxième crise énergétique, on est en plein dedans encore aujourd'hui, et ça va continuer. L'hiver prochain sera toujours assez compliqué, voire même plus compliqué encore que l'hiver qu'on a passé, puisque cette fois-ci, crise énergétique, guerre en Ukraine, et donc des impacts directs, électricité, gaz, qui vont continuer à se ressentir fortement. Est-ce qu'il y a des invariants dans ces deux crises-là? Est-ce que du coup, on a appris de la crise Covid, on peut transposer des idées de cette gestion de la crise ukrainienne côté énergétique? Comment, votre appréhension de cette succession de crises et de ce qu'on a pu en apprendre sur le système énergétique? Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus particulièrement? On est à chaud là. Vas-y, à toi l'honneur, collègue. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire. Voilà, nous on est confortablement installés. J'espère que vous nous entendez bien. Et effectivement, après le webinaire de 2021, on avait parlé de la crise Covid. On se retrouve maintenant à parler d'une autre crise qui est plus géopolitique et puis qui s'accumule avec celle-là. Peut-être d'autres à venir, on en discutera tout à l'heure, sachant qu'on n'a certainement pas de boule de cristal, ni Christian ou moi. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de voir que ces crises, donc que ce soit la crise sanitaire, que ce soit la crise énergétique qu'on vit là à travers cette crise géopolitique, c'est qu'elles sont d'abord révélatrices de nos faiblesses. Ça, on l'avait certainement peut-être déjà dit il y a 1 an et demi. Alors évidemment, c'est des choses qu'on sait, mais bizarrement, en temps de crise, tout d'un coup, ça devient palpable. Donc une première faiblesse, c'est notre dépendance aux énergies fossiles. Bon, évidemment, ça fait des années, et Christian au premier chef qu'on le dit, voilà, mais ça n'empêche pas qu'on continue de vivre avec. Et tout d'un coup, quand le robinet russe s'est arrêté et qu'on a dû
se priver un peu plus de gaz, voire un petit peu de pétrole. Tout d'un coup, on a vu que c'était compliqué. Donc, en fait, généralement, la crise, elle fait apparaître ce qui avant était un peu invisible. On pourra peut-être en discuter plus tard. Il y a aussi un peu des crises de gouvernance en France, on va dire au sens large, sur la place que doivent prendre certaines énergies. Et finalement, de nouveau, c'est souvent des choses qui redeviennent visibles. Alors, les éoliennes sont plus visibles, peut-être que les centrales nucléaires. Et encore, c'est discutable. Donc voilà, je pense que ça, c'est important de voir qu'en temps de crise, on a ce phénomène. On a aussi une dépendance aux importations de matériaux et de biens de consommation. Bon, ça aussi, alors le Covid nous l'avait fait sentir, hein, les pénuries de masques et autres. Là, de nouveau, avec l'Ukraine, qui était quand même le grenier à blé, un des greniers à blé de l'Europe et du monde, on se retrouve aussi un peu en tension à certains moments. Donc voilà, vraiment, les crises, c'est des moments où on identifie des choses qui, pour certains, étaient évidentes, mais qui voilà, d'un coup deviennent très palpables. Je pense aussi que la crise, en particulier celle-là, donc enfin, je dis celle-là, celle de l'Ukraine, nous a montré qu'on pouvait aussi être, il y avait une sorte de risque générique à être complètement dépendant d'une technologie dominante. Alors, ça n'a pas été dû directement à cause de la crise ukrainienne, bien sûr. Hein, je fais référence ici au problème de corrosion sous contrainte qu'il y a eu cet été sur le parc nucléaire français. Mais ça pose quand même question. Et même si on se projette un peu sur l'Ukraine, avec les centrales nucléaires, en partie celle de Tchernobyl, mais surtout celle de Zaporizhzhia, qui s'est retrouvée au cœur du conflit et qui est pris en otage. Voilà, le système électrique ukrainien se retrouve quand même largement, comment dire, fragilisé, hein, du coup, par ça. Donc voilà, je pense que c'est parmi les choses qu'on peut percevoir dans ces crises, en tout cas dans les enseignements, c'est que si on veut être résilient, il vaut mieux pas avoir tous les œufs dans le même panier. Chose assez basique aussi, parce qu'on s'était déjà dit au moment de Fukushima. C'est un peu ce qui avait été qui avait guidé le choix de la loi de faire baisser la part du nucléaire dans l'électricité. Donc voilà, je pense que du coup, les crises qu'elles nous apprennent, c'est qu'on a besoin de trouver des options qui sont moins sensibles justement à toutes ces crises. Peut-être, enfin, j'ai déjà beaucoup parlé, donc si Christian veut en partir exactement, je reviendrai peut-être sur un des points que tu as évoqué. Bien, d'abord, merci pour cette initiative, hein, c'est très sympa. Je suis ravi de pouvoir échanger avec Stéphane, pour qui j'ai le plus grand respect. La comparaison entre les deux situations, sous l'angle économique, il y a quand même une très grosse différence. La crise du Covid a provoqué plutôt une baisse des prix des énergies fossiles, alors que la crise ukrainienne a provoqué une hausse du prix des énergies fossiles. Cette hausse, elle n'a pas été uniforme, puisque l'Europe a eu un problème spécifique sur le gaz, mais pas du tout les autres, puisque le prix du gaz, il n'est pas international. On s'est trouvé avec une situation où, en gros, le prix du pétrole a augmenté partout, pas aussi fortement qu'il l'avait fait, par exemple, à la fin des années 2000, et le prix du gaz s'est envolé en Europe. Donc ça, c'est, je crois, la donnée de base. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je crois que les réactions sont assez distinctes. Au moment de la crise du Covid, on a eu véritablement un effondrement des profits de l'industrie pétro-gazière et de l'industrie charbonnière. Et à l'époque, les gens les plus optimistes pouvaient imaginer que ça allait accélérer énormément la transition énergétique sous l'angle de la substitution. Et pour moi, il y a eu un effet assez symbolique, si tu veux, c'est que la capitalisation boursière de ExxonMobil est passée en dessous de celle d'un développeur d'éolien aux États-Unis. C'est quand même une espèce de retournement historique. Là, on est dans une situation très différente. Et on a eu la crainte en Europe, notamment, que effectivement, cette hausse du prix des énergies fossiles ait un certain nombre d'effets pervers, notamment de relancer l'activité des industries pétro-gazières, puisque les profits sont immenses. Et il y a un point qu'on n'a pas du tout regardé, je voudrais signaler quand même. Personne ne parle du prix du charbon. La crise ukrainienne a
provoqué la plus forte hausse du prix du charbon qu'on ait jamais observé dans le passé. Bon. Et alors, c'est vrai que on ne va pas relancer les houillères du Nord. Mais cette hausse du prix du charbon pose des problèmes redoutables dans un certain nombre d'économies, notamment en Indonésie, notamment en Australie. Aux États-Unis, dans une moindre mesure, où il y a d'énormes réserves de charbon à des coûts très faibles qu'on peut exploiter, mais pas exploiter. Donc pour moi, je dirais que la grande différence sur les deux crises, c'est que les incidences sur les prix ont été différentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on réagit aux crises en Europe et en France. Les scénarios les pires qu'on avait imaginés, qui auraient été par exemple une relance à très forte dose de la production d'électricité à partir du charbon, ne se sont pas produits. Pour la raison que j'ai indiquée, c'est que le prix du charbon a tellement augmenté que c'était pas vraiment rentable de le faire. Donc je veux dire, on est passé à côté du pire. On a fait des politiques de réaction avec des boucliers protecteurs des consommateurs. Effectivement, quand le prix du gaz ou le prix du pétrole s'envole, effectivement, il y a un certain nombre de consommateurs qu'il faut protéger, que ce soit des particuliers, voire des industriels. Mais on a protégé tout le monde. Et en protégeant tout le monde, on a énormément accru ce qui s'appelle des subventions aux énergies fossiles. Et donc, on a, l'an passé, et on continue encore, à augmenter massivement des subventions aux énergies fossiles. Et c'est pour moi l'effet le plus pervers. Comment ont réagi les consommateurs? Là, je pense qu'il y a eu deux poids, deux mesures. On va revenir sur la France, si vous le voulez bien. Ce qui s'est passé en Allemagne est intéressant, on va revenir sur la France quand même. Alors, la France, bon, tu l'as dit, Stéphane, il y a un paramètre qui s'est ajouté, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, c'est que au moment de la rareté des approvisionnements depuis l'extérieur, nos centrales nucléaires se sont avérées extraordinairement peu capables de produire, et donc une énergie dont les promoteurs vendent l'extraordinaire flexibilité et la possibilité de s'adapter au bas et au haut de la demande, a montré que surtout elle était incapable de produire même quand on avait besoin. C'est une difficulté. Et en France, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une politique des pouvoirs publics qui a effectivement promu un grand renfort de communication, une certaine forme de sobriété sur uniquement l'électricité et le gaz. Et les premières informations qu'on a, qui sont maintenant assez bien suivies par le baromètre, montrent qu'effectivement, il y a une baisse assez significative de la consommation d'électricité et de gaz, et il ne semble pas qu'il y ait d'effet rebond. Ça, c'est assez positif. Ça montre qu'il y a un énorme potentiel à court terme sur l'action de la demande si on met les bons moyens. En revanche, et là c'est une grande différence avec ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, on ne voit rien sur les consommations de carburant. Les consommations de carburant, moi j'aimerais bien, je n'ai pas diagnostiqué plus en détail la chose, mais en venant ici, là, j'ai un peu marché, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de vélos qui arrivent. Donc on a l'impression qu'il y a quand même des choses qui changent de la mobilité, mais bon, quand on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que les gens qui sont sur des vélos, en réalité, ils ne viennent pas des voitures, ils viennent des métros. Quand tu substitues de la mobilité en transport en commun pour faire le vélo, ça ne fait pas baisser les émissions. Donc je pense que reste entier la question d'une politique efficace pour modérer la partie la plus dynamique des émissions dans le cas de la France, qui est la partie sur la mobilité, sur l'usage de la voiture. Voilà. Si j'ai encore le droit à un tout petit temps de parole, mais je ne voudrais pas. Je n'ai pas de chronomètre, donc je ne sais pas très bien. On ne se rend pas compte quand on parle de si c'est long ou pas long. Surtout dans cette question. Il y a un point auquel je suis particulièrement sensible sur la crise ukrainienne qui ne concerne pas directement l'énergie, c'est
impact sur les marchés alimentaires et les marchés agricoles. J'ai un peu écrit là-dessus, récemment. Pour moi, on a beaucoup parlé en France des prix d'énergie. Ce qui s'est passé sur les prix des matières agricoles de base est fondamental. C'est-à-dire que le prix du blé, le prix du maïs, le prix des oléagineux, et pas uniquement le tournesol, hein, dont est un grand exportateur, mais les oléagineux, ils sont indépendants les uns des autres, hein, ont remonté à des niveaux historiques en termes de pouvoir d'achat. Jamais on n'avait vu des prix des denrées agricoles de base, un pouvoir d'achat à un niveau aussi élevé. Depuis quand? Depuis l'embargo soja de 1973. C'est pas sans. Et cet impact, il joue un peu sur l'inflation alimentaire en France. On voit bien qu'aujourd'hui, une partie de la population a du mal à continuer à s'alimenter si elle ne change pas ses modes d'alimentation. Mais la situation est très grave dans tous les pays les moins avancés. Et notamment en Asie du Sud, les pays arabes, où il n'y a pas besoin de rajouter de la difficulté, parce qu'il y a déjà d'énormes problèmes locaux. Donc, je pense que l'impact de la crise, de la guerre en Ukraine sur les marchés agricoles est au moins un enjeu aussi important à moyen et long terme que l'impact sur l'énergie. Et derrière cette situation de court terme, de crise alimentaire, il y a aussi un enjeu climatique. Parce que le carbone fossile, c'est-à-dire le CO2 résulte de notre usage des énergies fossiles, nous représente environ 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le reste, pour l'essentiel, c'est le méthane et le protoxyde d'azote qui est émis par les modes de production agricole, et c'est le rejet de CO2 par ce que j'appelle le carbone vivant, à savoir les forêts, les sols agricoles qui se sont délaissés. Et c'est un peu l'objet de mon prochain bouquin, du reste. Je pense que la question du carbone vivant va devenir un enjeu climatique majeur à mesure qu'on va progresser sur l'énergie. Alors, ça donne déjà un cadre intéressant. Peut-être pour revenir sur deux points que vous avez abordés. Peut-être Stéphane, d'abord, tu parlais effectivement de la nécessité d'avoir une certaine autonomie énergétique, je vais le traduire comme ça, parce que notre interdépendance a des impacts négatifs. Quand on construit la politique des énergies renouvelables, on a besoin de cette interconnexion des systèmes en tant que tels, voire des marchés aussi du coup et des systèmes d'échange ou autres. Comment est-ce qu'on arrive du coup à trouver le bon équilibre entre avoir suffisamment de production locale en bénéficiant des ressources renouvelables et avoir des interconnexions, on n'a pas parlé de l'Allemagne, on pourra revenir aussi, avec d'autres pays voisins dans une stratégie européenne assez globale. En tout cas, c'est vrai que la crise, enfin peut-être même les deux crises, sanitaire et la géopolitique, elles ont eu en commun de créer des mécanismes de solidarité. Donc, Christian a effectivement évoqué les boucliers tarifaires, des choses comme ça qu'on a mis en place en France qui tient d'une préoccupation sociale, hein, voilà. Donc, pour que quand même les plus démunis puissent continuer de vivre tous les jours. Et puis, il y a eu ce plan de sobriété, dont on reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, qui a permis de faire des économies d'énergie, comme disait Christian. Hein, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que au niveau européen, ils ont dit que la France avait économisé, qu'est-ce que j'ai vu, 17% sur sa demande en gaz et un petit peu plus sur l'électricité, je crois. Enfin, voilà, c'est quand même des niveaux assez conséquents, sauf sur les carburants. Alors là, c'est quand même un vrai souci. Et ce mécanisme de solidarité, alors il s'est fait à des échelles nationales, mais il s'est fait aussi un petit peu à l'échelle européenne. On a fait un travail sur le stockage de gaz avant l'hiver pour s'assurer que tous les pays avaient suffisamment rempli leurs réservoirs. Il y a eu un effort, alors aimé ou pas aimé, en tout cas par les producteurs d'électricité, pour maîtriser les prix, enfin, donner un plafond au prix de marché, hein, puisque ces prix se sont envolés, donc autour de mémoire de 180 € par mégawattheure, alors ce qui pose d'autres soucis. Hein. Mais on a vu que le mécanisme des compléments de rémunération qui existent en France pour les énergies renouvelables, du coup, a inversé aussi la donne, c'est-à-dire que des énergies typiquement solaires, éoliens, qui étaient en partie financées par des deniers publics, tout d'un coup ont rendu de l'argent. Oui, c'est historique, un peu cette inversion. C'est historique, j'ai plus de chiffres en tête, mais on est l'ordre de 30 milliards sur quelques années. Donc, quasiment un remboursement entre guillemets, de la dette que ces énergies avaient vis-à-vis des finances publiques. Donc, on voit qu'en fait, ça oblige à faire bouger les lignes.
Il y a un projet de réforme du marché de l'électricité aussi que la Commission européenne a mis sur la table, qui justement veut beaucoup s'appuyer sur ces mécanismes de contract for difference, hein, c'est le même type de contrat que les compléments de rémunération, des PPA, pour booster le développement des énergies renouvelables. Et donc, je fais le lien avec ta question. Par essence, ces énergies décentralisées, plutôt locales, grosso modo à la main de ceux qui les exploitent à l'échelle d'un territoire, offrent plus, entre guillemets, je vais mettre entre guillemets d'autonomie, parce que typiquement dans le scénario négawatt, il n'y a pas spécialement recherche d'autonomie, encore moins d'autarcie, mais c'est vrai qu'on essaye de maximiser quand même la production sur le territoire pour être moins dépendant d'importations. Alors c'est bien sûr vrai pour le gaz d'origine fossile, et ça devrait à terme être vrai pour le carburant, mais on voit vraiment que c'est le point le plus difficile, hein. Mais il y a des solutions, hein. Je ne vais pas refaire le scénario négawatt ici, mais nous, on est pour une part d'électrification des véhicules, mais aussi une part de véhicules qui fonctionnent au gaz et une toute petite part à l'hydrogène. Il y a des moyens, il y a d'autres scénarios qui vont dans la même voie. Donc, on peut aller dans cette voie, en tout cas, d'une plus grande maîtrise, on va dire territoriale, et en tout cas à l'échelle nationale, de nos productions d'énergie, dès lors qu'on a su maîtriser la demande aussi, hein, parce que si ces crises nous font mal, c'est possible parce qu'on est quand même dans un modèle hyper consumériste. Forcément, ça manque beaucoup en fait. Alors que si on arrivait par des gestes de sobriété à diminuer la pression finalement, ça serait une pression moindre sur nos consommations, une pression moindre sur le besoin de production, une pression moindre sur l'appel en ressources, en matières premières. Donc ça sont des choses importantes. On reviendra sur le sujet de sobriété justement, c'est ce qu'on voit qu'il y a un sujet systémique que tu tirais justement en question, enfin justement entre le côté énergie, côté carburant, côté alimentation, côté matières premières que tu évoquais aussi au début de ton intervention, Stéphane, qui est assez intéressant. Peut-être question pour revenir sur deux points que tu as évoqués. Tu as dit sur le stress test grandeur nature, disons qu'on a vécu Covid, mais surtout et avant tout avec le côté ukrainien. En plus, il y a une différence entre les deux crises. Il y a un côté ponctuel Covid, a priori, peut-être une répétabilité, on verra. Alors que là, on était sur une crise long terme, avec des restructurations assez fortes. C'est pas d'accord, je laisse rebondir là-dessus. Mais j'espère que la guerre en Ukraine va s'arrêter. Oui, tout à fait. Non, on espère tous ça pour plein de raisons, notamment sociales aussi, évidemment, c'est la priorité. Mais en tout cas, ça a donné un cap sur la politique européenne sur beaucoup de pays qui est enclenché maintenant. C'est le sentiment qu'on a. Et néanmoins, tu disais, les réponses qui ont été données, en France en tout cas, ont été très court-termistes. Donc, les aides massives, tous secteurs confondus, justement, à pouvoir payer, c'est aussi, comme tu disais, Stéphane, les factures en tant que telles, ce qui a eu l'effet pervers, effectivement, d'aider les énergies fossiles. Et puis, le côté sobriété, on reviendra tous là-dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait été, est-ce qu'il y avait d'autres mécanismes qu'on aurait pu mettre en place? Alors, on parle même d'un peu sérieux, mais on est encore dedans au moins pour les 6 mois qui viennent, a priori, au vu de l'hiver et du manque de gaz russe qu'on aura, donc l'impact tarif qui devrait être présent. Est-ce qu'il y aurait fallu aider plus certains secteurs que d'autres? Est-ce qu'il y aurait dû, dans le court terme, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ce type de crise-là? Le long terme, on voit que c'est côté résilience, ENR, interconnexion, système européen, etc. Mais dans le court terme, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu déclencher, complémenter, mieux cibler peut-être certains mécanismes? Alors, je pense que la question est assez différente suivant gaz, électricité et carburant et combustible, parce qu'il n'y a pas que sur gaz et électricité, je pense que en grande partie la réponse qui a été faite en France s'intègre dans une réponse européenne, notamment dans une solidarité avec l'Allemagne, ce qui est très bien. Ce qui montre que si on sait bien l'organiser, un marché européen de l'électricité et du gaz est un facteur de résilience. Ça ne veut pas dire que c'est le marché qui doit faire les choix, mais ça veut dire que le marché peut être un outil utile. Et je pense que derrière ça, la réforme qui est mise en place du marché de l'électricité va aller dans le bon sens, même si pour moi elle ne peut pas aller assez loin. En gros, la difficulté sur le marché de l'électricité demain, c'est que on n'a plus une électricité, mais il y a l'électron vert et l'électron carboné. Moi, je suis partisan de la tarification carbone. Je pense que le fait qu'il y ait un prix du CO2 à pratiquement 100 € la tonne est extrêmement
utile, décarboner la chose, mais le problème, c'est que si on vend toute l'électricité au prix marginal de l'électron carboné, on va avoir une électricité beaucoup trop chère. Et donc, on ne va pas être capable de faire la bascule vers l'électrification des usages et prix d'électrification des usages industriels, qui peuvent être soit directement d'utilisation de l'électricité verte, soit demain de l'utilisation de l'hydrogène pour décarboner dépend de l'industrie, ce qui est fondamental. Je pense que jusqu'à présent, l'essentiel du dispositif européen a fait diminuer très fortement dans certains pays les émissions de CO2 liées à la production d'électricité, mais on a pratiquement un effet sur l'industrie. Et la bascule sur l'énergie, sur l'industrie, pardon, est très très importante en Europe, mais surtout dans le reste du monde, parce que en France, à peu près 30%, même un peu plus, de nos émissions viennent du transport, si je l'appelle le transport international, ce qu'on devrait faire. Mais dans le monde, ce n'est pas du tout le transport qui est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. La première source, c'est la production d'électricité, la deuxième source, c'est l'industrie. Et le transport arrive assez loin derrière. Donc, décarboner les processus industriels est un enjeu majeur de développement. Parce qu'on ne va pas développer l'Afrique au sud du Sahara et l'Asie du Sud en améliorant les cases. Non, il faut effectivement de l'industrie. Et donc, il faut de l'industrie verte. Donc ça, pour moi, c'est un enjeu important. Je reviens à ta question. Je pense que là où on n'a pas du tout fait le job, c'est effectivement sur les produits pétroliers et sur la facilité qui a été très forte en France, par crainte de quoi? De la résurgence des gilets jaunes. Donc, on a subventionné à outrance le prix des carburants, et donc on peut se plaindre maintenant qu'effectivement, quand j'ai regardé la courbière, il n'y a rien sur les consommations de carburant, que ce soit les consommations de ménage. Donc là, je pense qu'on n'a pas fait le job par crainte à court terme d'effet de retour. On a même demandé à un grand opérateur pétro-gazier d'un capitaux français, un capitaux en partie français, le reste, de subventionner le prix à la pompe pour faire sa pub, si vous voulez. C'est honteux. C'est honteux comme politique, oui. Donc là, je pense que les prochaines étapes, ça va être de traiter sérieusement la question des produits pétroliers et des carburants. Ce qui semble s'annoncer un petit peu, toute proportion gardée, dans le prochain plan sobriété du gouvernement qui devrait être annoncé prochainement. Je ne connais pas le prochain plan, si tu veux. Ce qui est en tout cas, ce que je peux vous dire des discussions qu'on peut avoir, c'est le côté carburant mobilité qui est mis en avant. Après, les mesures derrière sont encore en arbitrage. Ce qui est certain, c'est que je trouve que j'ai eu l'un des conseillers qui s'en occupe récemment en ligne. Ce qui est certain, c'est que ça préoccupe. Tout à fait. La critique est toujours assez facile lorsqu'on est dans un bon canapé jaune. C'est sûr que c'est dur. C'est dur. Et c'est d'autant plus dur en France qu'on a toujours en mémoire ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Mais si on n'attaque pas ce dur, on n'y arrivera pas. Et dans ce dur, on ne peut pas le faire uniquement sur des actions de long terme. Les fameux 100 milliards sur le ferroviaire, qui sont une espèce de truc, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire avec ces 100 milliards. Mais bon, ça ne va pas réduire les consommations de carburant d'ici 2030. Notre problème, c'est 2030. Et notre problème sur 2030, c'est qu'on n'est pas du tout en phase avec les objectifs du moins 55%, puisque notre SNBC est encore calé sur le moins 40%. La stratégie nationale bas carbone. La stratégie nationale bas carbone. Et donc, les pouvoirs publics, moi, j'aimerais pas être à leur place, doivent nous sortir d'ici l'été une nouvelle loi de programmation sur le climat dans laquelle on va passer de moins 40 à moins 55%. C'est pas l'épaisseur liée à la cigarette. Et ça, sachant qu'on n'est déjà pas sur la bonne pente. Alors, oui, alors, après, on peut discuter ce point-là. Mais moi, je pense que le moins 40%, il est facile à atteindre. Je peux me tromper. Mais l'objectif du moins 55%, quand est-ce qu'il a été pris? Décembre 2020. Oui. Décembre 2020. Le Conseil des chefs d'État, donc le nôtre,
solidaire a passé de moins 40 à moins 55%. C'est allé dans les Nations Unies au titre de la contribution européenne, hein, le 20 décembre. Donc, ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on est sur un objectif de moins 55% et qu'on n'a pas calé notre stratégie nationale bas carbone. Là, on a un très gros problème. Stéphane, tu veux réagir sur ce point-là? Je veux juste rebondir sur l'industrie un petit peu les transports. C'est vrai que c'est pas facile de trouver des solutions de court terme, surtout dans l'urgence. Enfin bon, voilà, difficile de jeter la pierre, mais on reviendra sur la sobriété qui, je pense, était quand même une bonne solution. Mais en tout cas, on y reviendra. Mais cette sobriété, c'est vrai qu'elle n'est pas facile à appliquer dans les transports, parce que les gens ont encore du mal à changer leurs habitudes de mobilité. Mais bon, voilà, il faut y travailler, et surtout, on doit, d'une manière ou d'une autre, inciter les constructeurs de voitures à faire des voitures moins gourmandes. Donc, c'est à la fois de l'efficacité, mais ça touche aussi à la taille des voitures. Et dès lors qu'on veut électrifier le parc, si on touche à la taille des voitures, ça permettra de toucher à la taille des batteries. Et bon, c'est pas le sujet du séminaire, enfin, du webinaire ici, mais sur le futur, il y a quand même un énorme enjeu sur le lithium, donc avec lequel on fait des batteries. Negawatt a sorti une note là très récemment pour montrer que électrifier entièrement le parc de véhicules français n'est pas tenable en termes de ressources lithium. Ou alors on va pomper des ressources dans d'autres pays, ou même dans notre pays, pourquoi pas. Après, on peut assumer de refaire un peu de mine, mais en tout cas, on en extrairait beaucoup plus que la proportion de notre population. Voilà, donc en tout cas, il y a des choses à penser pour redimensionner, parfois un peu à la baisse, le transport, y compris sur la taille des voitures. Et puis sur l'industrie, juste un petit rebond également pour dire que alors effectivement, la consommation de l'industrie a baissé, mais c'est malheureusement par arrêt d'activité ou par baisse d'activité pendant cette crise où le prix de l'énergie a fortement augmenté. Il y a quand même beaucoup de mouvements dans l'industrie pour faire des efforts de décarbonation. L'hydrogène en sera bien sûr une bonne partie, hein, pas que, mais une bonne partie. Et là aussi, on rentre sur un tout autre sujet, une autre problématique. Mais on a, comment dire, il faut aussi prioriser les choix. C'est-à-dire, l'État ne peut pas tout faire et tout le monde ne peut pas tout faire. Et là, on a une sorte de bulle hydrogène qui est gonflée là depuis 2 ans, puisque tout le monde a mis des milliards d'euros sur la table. Et il y a beaucoup qui va, a priori, dans le transport. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les consommateurs d'hydrogène, c'est l'industrie. En France, hein, c'est 3 gros, enfin, potentiellement, ça sera 3 gros secteurs. C'est déjà l'ammoniac, et ça pourrait être la chimie fine pour faire des plastiques à terme, pour remplacer les produits carbonés. Et ça pourrait être la sidérurgie aussi pour remplacer le charbon qui sert à faire l'acier. Donc là, à Negawatt, on va sortir aussi une étude bientôt sur le sujet. On a calculé vraiment tous les besoins d'hydrogène vert pour ces 3 secteurs industriels. Et là, clairement, il faut mettre l'accélérateur. Ça sera déjà un gros point de décarbonation. Alors, ça ne fera pas traiter le transport, malheureusement, mais ça sera déjà ça. Et on va rentrer aussi sur le sujet sobriété, parce qu'on voit qu'il y a un côté un peu, alors je ne sais pas si c'est une pierre angulaire, si c'est un des éléments, ça m'intéresse aussi. À peu près les 10% qu'on a réussi à atteindre en consommation globale, la différence sur ce secteur. Tu mentionnais, Christian, qu'effectivement, a priori, c'est durable à plus 6 mois à date où ça a été lancé à peu près, enfin, légèrement plus. Cette sobriété-là, du coup, est-ce que c'est des pierres de beaucoup de scénarios de réflexion de Negawatt, du coup, en disant, il faut passer par là. Tout ce qu'on a fait déjà, si on rapporte juste en court terme aujourd'hui, en termes de sobriété, est-ce que vous êtes confiant justement sur cette durabilité-là? Là, ça fait 6 mois. Est-ce que il faut faire des campagnes de sobriété tous les ans pour rester sur les 10%? Est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'on a fait une étape et maintenant on est à bon niveau et on va continuer encore à aller jusqu'à moins 20%, pourquoi pas, moins 30, moins 40, déjà un petit peu, mais on continue à explorer ce gestion de la sobriété-là. Comment vous sentez les choses là-dessus? Est-ce que voilà, on a une marche, on est confortable? Ou est-ce que non, en fait, on va rester à 10, c'est déjà bien, il faut qu'on fasse un tour de manivelle assez régulièrement? Question peut-être, Stéphane. Comment dire? Ça a été dit, mais je le répète, l'intérêt d'agir sur la demande et sur la sobriété de la demande, c'est qu'on a un impact rapide. Alors que quand on investit dans une filière industrielle, ça prend des plombes. Hein. Et alors, je ne parle pas du temps qu'il faut en France pour développer du renouvelable. C'est en carré, puisque on a une partie non négligeable de la classe
des décideurs qui est hostile à ce déploiement. Donc, je pense qu'on ne va pas avoir le choix. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que on a des engagements internationaux. Près des Nations Unies, c'est loin. Près de l'Europe, c'est beaucoup plus proche. Et on ne pourra pas tenir ces engagements si on n'agit pas à la fois sur l'offre et sur la demande. Agir sur l'offre, ça a des côtés assez sympas, y compris pour les pouvoirs publics. Quand vous déversez ce qui se passe aux États-Unis maintenant, quand vous déversez des milliards d'euros en disant on va investir, c'est bon pour la croissance. Mais attention, ce qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas de rajouter des capacités décarbonées, c'est d'enlever les capacités carbonées. Donc en réalité, la difficulté sur l'offre, c'est d'agir à la fois en investissement et en désinvestissement. Désinvestissement de tous les actifs économiques qui sont liés soit à la production, soit à l'usage des énergies fossiles. En France, on a la chance de ne pas avoir beaucoup d'actifs qui sont liés à la production d'énergie fossile, mais on a une pléthore d'actifs économiques qui sont liés à l'usage des énergies. Donc ça, il va falloir le retirer. Et le gouvernement est beaucoup moins en anticipation sur les restructurations industrielles qui sont absolument inexorables. Ça, c'est sur le côté offre. Sur le côté demande, si vous voulez que l'accroissement des capacités de production d'énergie décarbonée fasse baisser les fossiles, il faut agir sur la demande. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que l'action qu'on a eue l'hiver dernier sur l'électricité et gaz était une action nécessaire, mais qu'elle a été insuffisamment présentée. Elle a été présentée comme un des gestes plus individuels, alors que la sobriété bien comprise ne peut se comprendre que dans des espaces collectifs. Elle a été présentée pour passer l'hiver. Ce qu'il faut montrer, c'est que la sobriété, c'est mieux que le gaspillage. C'est mieux pour la collectivité, mais c'est mieux aussi pour des gens qui adoptent des comportements sobres, que ces comportements soient individuels ou collectifs. Et le fait de faire du collectif donne du sens à la sobriété. Ça, pour moi, c'est très important. Bon. Je pense que le gros domaine sur lequel on n'est pas du tout à l'aise, il y a deux domaines sur lesquels on n'est pas du tout à l'aise en matière de sobriété. Le premier, c'est les transports. Alors, il y a des choses quand même assez basiques qu'on peut rappeler. Le premier, c'est les limites de vitesse. Premier facteur de sobriété, lorsque vous êtes en déplacement à vitesse, c'est de rouler moins vite. Donc, je ne reviens pas sur le fameux 130 et 110 sur l'autoroute, mais à mes yeux, c'est aberrant. C'est aberrant que dans une phase où on doit faire de la sobriété, on ne réfléchisse pas plus sur la vitesse. Pourquoi? Parce que en réalité, la vitesse est le facteur qui explique l'allongement des transports. Parce qu'il y a un truc qui ne bouge pas. C'est les 24 heures de la journée, les 365 jours de l'année, sauf les années bissextiles. C'est vraiment. Bon, donc, à mesure que vous augmentez la vitesse des déplacements, vous pouvez augmenter la distance. Si on arrêtait d'augmenter la vitesse des déplacements, on n'aurait plus cette augmentation des distances. Donc ça, le deuxième facteur, c'est évidemment le lien transport en commun, transport transport partagé. Et là, on rejoint le fait que la sobriété, c'est pas qu'individuel, c'est pas mon comportement, c'est aussi peut-être le comportement que je peux avoir avec mes voisins, avec mon environnement. Et parfois, on a des facteurs de solidarité qui vont se greffer. Parce que si je pense à la mobilité, pas uniquement ma petite mobilité, mais celle de mon environnement, peut-être que je vais voir que je peux être aussi solidaire. Donc tout ça est à construire, parce que pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Il y a un autre domaine dans lequel la sobriété s'impose de plus en plus et sur lequel on ne pense pas, ou très peu, c'est en matière alimentaire. Bon. Je ne le développe pas là parce que c'est peut-être pas l'enjeu prioritaire, mais bon, en gros, à peu près les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole viennent des ruminants. Je prends les émissions directes des ruminants et les émissions indirectes de l'élevage des ruminants sur l'usage des sols. Il y a une petite partie qui peut être compensée par du stockage de CO2 dans les prairies si on le fait correctement. Mais la vérité, c'est que si on ne change pas fondamentalement le modèle alimentaire vers de la sobriété qui consiste non pas
à réduire nos consommations d'alcool. Je ne dis pas qu'il faut boire forcément. Ça n'aime pas le message. Vous avez le message de la responsable. Si on ne réduit pas cet énorme problème de la part des protéines d'origine animale et surtout celles qui viennent des ruminants. Je rappelle que dans les ruminants, on a les bovins, mais il y a aussi les ovins, qui sont un problème assez secondaire chez nous, mais un énorme problème dès que vous franchissez la Méditerranée. Je me rappelle, j'ai habité 4 ans en Algérie. Si on n'agit pas sur ce dur, ça va nous retomber comme un boomerang pour les années. Je vais l'embaucher pour travailler à Nigawatt. Il parle très bien de la sobriété. Et je rebondis vite fait sur ce truc alimentaire. Vous avez noté ça, moi, à chaque fois, ça me marque. Grosso modo, on estime que pour un être humain, il faut 60 grammes de protéines par jour, par adulte. Et grosso modo, les chiffres, c'est qu'en France, on en mange 80 à 90 et on en achète 110 à 120. Ça veut dire qu'on jette aussi. Oui, donc, effectivement, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Bah ouais, alors je réponds à la même question. Sobriété, bon, bah, enfin, c'est pas une surprise, c'est un des 3 piliers du triptyque mégawatt, sobriété, efficacité renouvelable, dont on peut se féliciter d'ailleurs qu'il a été inclus dans le dernier rapport du GIEC. Alors à la fois avec une définition de la sobriété, mais aussi avec ce triptyque sufficiency, efficiency, renewables. Donc clairement pour nous c'est un point crucial de la transition énergétique. Dans le scénario, on divise par 2 la consommation d'énergie d'ici 2050, et dans cette division par 2, presque la moitié c'est de la sobriété. Donc c'est un point sur lequel il faut travailler, à la fois au niveau individuel et à la fois au niveau collectif, comme a dit Christian. On ne pourra pas arriver à ces résultats-là sans des politiques publiques de long terme qui travaillent sur la sobriété. Alors quand là on a été dans l'urgence pour passer l'hiver, donc le gouvernement a annoncé son plan, a demandé à chaque secteur de savoir ce qu'il pouvait faire. Alors bon, c'était un mélange parfois entre sobriété, efficacité. Oui, la priorité c'était d'économiser de l'énergie, donc peu importe. Mais effectivement il y a des pas qui n'ont pas été franchis. Typiquement la vitesse. Donc, Négawatt milite depuis longtemps pour le 110 km/h sur l'autoroute. Bon, le gouvernement n'a pas osé. Voilà. Il a proposé à ses agents de rouler moins vite. Et aux agents des collectivités. Vous avez marqué. Exactement. Donc voilà, on peut aller plus loin. Et juste avant l'hiver, Négawatt a sorti 50 mesures justement d'économie d'énergie, alors principalement dans le bâtiment résidentiel et tertiaire. Et les gisements étaient énormes. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à peu près qu'on pouvait économiser 17% sur l'électricité et 20% sur le gaz, même si toute la population ne mettait pas en œuvre les mesures qu'on avait listées. Si tout le monde mettait en œuvre, alors c'est la température à 19 degrés, la clim à 26 degrés l'été, une partie d'isolation, éteindre le chauffage quand on n'est pas là. Enfin voilà, je sais pas n'hésitez pas à aller sur notre site, vous verrez tout ça. Mais si tout le gisement cumulé, c'était moins 30%. Donc en fait, il y a vraiment matière à faire. Il n'y a rien que sur ces deux secteurs, enfin, rien que sur le bâtiment. Donc vraiment, nous, on insiste pour que, bon, d'abord, on perdure dans cette action, alors bon, qui va être du court terme, qui va se rallonger probablement, malheureusement pour l'hiver prochain. Le gouvernement va ressortir un plan, on va voir jusqu'où il met les curseurs. En tout cas, on a besoin que ça soit plus fortement porté parce que ce plan du gouvernement que vous avez vu, si vous avez bien écouté la publicité, donc il y a eu une petite campagne de pub qui a été faite à l'occasion, le mot sobriété n'apparaît pas quand même. Alors bon, il faut réduire, etc. Mais dans la publicité en elle-même, le mot sobriété n'apparaît pas. Bon, ça fait peut-être encore un peu peur. Il y a une connotation un peu négative qui à notre sens, n'a pas de sens. Comme l'a dit Christian, la sobriété, c'est d'abord apprendre à vivre tranquillement, plus calmement, peut-être moins de vitesse, effectivement, moins d'intensité, mais ça ne veut pas dire vivre moins bien. On peut avoir de la convivialité, on peut discuter ici tranquillement, en buvant un verre d'eau. Donc, bon, je ne vais pas faire tout le travail là-dessus, mais pour nous, il y a vraiment un intérêt à faire. Et pour que ça devienne des politiques de long terme, il y a au moins trois grandes choses qu'il faut faire. La première, c'est qu'il faut faire évoluer les normes sociales et les pratiques. Donc, ça, c'est, on vient un peu de dire. Alors,
parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le minimalisme. Bon, on a le mouvement de sobriété heureuse. Ce sont des mouvements encore qui paraissent un peu marginaux, mais il y a de plus en plus de monde qui se met dedans. Ça devient même un peu de mode des fois. Donc, tout ça, ça commence à faire bouger les gens. Mais on voit bien qu'on a finalement aussi des contre-modèles. Hein, quand on voit des influenceurs, bon, je ne veux pas caricaturer, mais qui sont à Dubaï et qui vendent des produits de luxe. Enfin, voilà, on donne des modèles aussi parfois à notre jeunesse qui ne sont pas très cohérents. Il faut réglementer les excès. Alors ça peut passer par de la réglementation et des exigences minimales de performance, comme on l'a fait pour les équipements électroménagers, par exemple. Hein. C'est grâce à ça quand même qu'on a diminué la consommation, par exemple, des frigos. Mais on peut peut-être aller jusqu'à interdire certaines technologies. On peut réguler fortement la publicité. Enfin voilà, il y a des choses que les pouvoirs publics peuvent mettre en place. Et puis il faut informer et soutenir les gens parce qu'ils vont pas spontanément tous se mettre dans ces modèles-là. Donc un affichage environnemental digne de ce nom, qui serait clair pour que les gens voient si un produit qu'ils achètent émet beaucoup de carbone, a consommé beaucoup de matière, a consommé beaucoup d'énergie pour être fait, serait un moyen, par exemple, d'aider les gens à consommer plus sobre. Voilà, je m'arrête là. C'est pas mal d'éléments, c'est assez riche. C'est vraiment une conversation que j'avais dans le train avec un TikToker aussi par rapport à ce que tu disais, assez célèbre en France, je sais s'il est connecté, qui effectivement travaille sans doute pas connecté, parce qu'il travaille dans le domaine de la mode pour le coup, et je lui ai demandé s'il s'engageait sur le côté fast fashion, justement, le fait, dans le modèle effectivement de slow life, mais ça s'entendait juste là que tu décrivais un petit peu. Et sa réponse était assez étonnante en disant, c'est pas moi qui peut influer, c'est les politiques au niveau national aussi. Alors qu'il était influenceur, justement, je me disais, c'est un comble. Exactement. Et bon, en discutant, on a trouvé d'autres sujets sur lesquels on pouvait se retrouver, notamment sur l'alimentaire ou autre à ce niveau-là. Et c'est vrai que le pouvoir d'impact de l'individu additionné, mutualisé, comme tu disais, Christian, est assez important, sans non plus, c'est la critique qu'on entend parfois sur les approches de sobriété à l'échelle individuelle. Alors d'abord parce que ça m'impose des visions systémiques, des capitalistiques ou des de croissance en particulier, qui peuvent venir en opposition éventuellement, même si la réalité est évidemment plus subtile que ça, mais aussi parce que on responsabilise très fortement l'individu, qui peut avoir aussi une charge assez forte aussi. Tu parlais de la population des jeunes et je fais le lien avec le TikToker sur le fait qu'il y a aussi un certain malaise par rapport aux crises. Et ce sera ma dernière question avant de laisser la parole à la salle. Donc, je vous invite à poser vos questions en chat et Michel, qui est en back-office, me les relaiera, que je puisse les poser à nos intervenants. Est-ce que du coup, est-ce qu'on arrive au bout des crises? Est-ce qu'il y a d'autres crises qui peuvent encore impacter notre système? Est-ce qu'on a atteint une certaine résilience qui fait que oui, il y aura d'autres crises, mais on n'est pas stressé, on est plutôt dans la bonne dynamique? Modulo, ce que vous avez quand même mis en avant sur les politiques d'accompagnement ou non. Est-ce que, je pense à un point d'actualité, la sécheresse qui sévit, donc on a beaucoup de départements qui sont en restriction d'eau aujourd'hui, mais ça a des impacts sur le système énergétique aussi. Ça l'aura cet été, par exemple, centrales nucléaires, la question de l'eau de refroidissement des rivières pour refroidir les centrales nucléaires et donc du niveau d'eau des rivières est assez importante. Ce matin sur France Inter, et j'ai intervenu à ce sujet sur les piscines publiques, il y avait cette question de la sécheresse dans le Lot-et-Garonne, restriction d'eau, pareil dans 06, pareil dans d'autres départements. Est-ce que voilà, la prochaine crise qu'on va voir, mais qui va peut-être être régulière cette fois-ci, malheureusement, c'est les sécheresses? Est-ce qu'il y en a d'autres pour anticiper? Donc c'est une question un peu prospective. Je sais que vous êtes aussi un petit peu prospectiviste dans l'âme, mais sans aller jusqu'à la boule de cristal. Comment est-ce que vous en voyez d'autres potentiellement? Est-ce que vous êtes confiant dans notre résilience qu'on a pu pour partie construire? Il y a encore beaucoup de choses à construire, comme vous l'avez dit. Christian, je vais distribuer la parole. Et après, on prend la question de la salle. Comment faire les préparer dans le chat? Je voudrais juste rajouter un tout petit élément sur la sobriété. Oui. Stéphane, je crois qu'il y a un volet quand même assez intéressant, c'est qu'il faut aussi trouver des modèles économiques de la sobriété dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut cesser de réfléchir à la sobriété uniquement comme des démarches individuelles ou collectives, mais aussi des démarches de réorganisation du système de production en fonction de la sobriété et trouver des modèles de sobriété rentable. Je crois que c'est très important. Il y a aussi un volet de la sobriété sur lequel on va se parler, c'est quand même la sobriété numérique. Oui, c'est un gros problème. Et il y a bien souvent des gens qui s'occupent du climat sont aussi de très gros consommateurs. Dit-on en plein webinaire, voilà. Numériquement. On ne va pas couper la caméra, on va la laisser. Mais... Alors, maintenant, sur un peu la perspective, et bon, ça tombe bien puisque tu as posé à la fois la question et tu as donné la réponse. Moi, je pense que sur l'énergie, la messe est dite. C'est-à-dire que on ne sait pas à quel rythme on va y aller.
On voit qu'on est dans une révolution énergétique fondamentale qui consiste à sortir des énergies fossiles. Et le moteur capitalistique de cette révolution, c'est le fait que pour produire le moins cher de l'énergie aujourd'hui, il faut utiliser le soleil et le vent et plus les fossiles. Et ça, c'est une révolution majeure qui s'est produite sur à peu près les 2 dernières décennies et qui n'a pas grand-chose à voir avec la technologie. Ça a à voir avec les économies d'échelle. Puisque si tu regardes les briques technologiques des renouvelables, tout est disponible à la fin du 19e siècle. Le premier panneau photovoltaïque sur un toit de Manhattan, c'est 1886. La première éolienne qui fabrique de l'électricité, c'est dans la même décennie. C'est la même décennie où on a trouvé aussi le moteur à combustion interne et la centrale électrique Edison. Et pendant plus d'un siècle, les fossiles ont gagné toutes les batailles des coûts. Madame Henry Ford roulait en véhicule électrique en 1910. Et au cours des 2 dernières décennies, on a basculé. Les fossiles ont perdu la bataille des coûts. Alors, ils réagissent encore, parce que, évidemment, les combats des dernières heures, et je pense pour moi, la messe est dite sur l'énergie. En revanche, sur le carbone vivant, là, on est mal. On est mal parce que, comme on est en retard par rapport au climat, on est tout simplement affecté par les rétroactions climatiques. Donc, les sécheresses. Et bon, je ne vais pas sous-estimer les sécheresses dans le sud-ouest de la France sont un problème. Et la répartition de l'eau, effectivement, est un problème. Mais tu as été regardé au sud de la Méditerranée? Là, le problème est énorme. Et on est sur des masses de population considérables. Ce n'est pas que le problème de la sécheresse, c'est la rétroaction du climat sur la capacité de croissance des arbres, les maladies, les parasites qui remontent, les incendies. Le puits de carbone, on imagine encore qu'on a un puits de carbone naturel qui va venir compenser à la fin les émissions résiduelles qu'on n'a pas réussi à enlever. Dans la stratégie nationale bas carbone en France, on prévoit qu'on stocke 80 millions de tonnes en 2050. Vous avez regardé les évolutions récentes du puits de carbone en France? Moi, je les ai regardées. On a divisé par pratiquement 3 la capacité de stockage du CO2 des forêts depuis 2005. Donc là, on a un énorme problème. Pas qu'en France, c'est dans le monde. Parce que sur le carbone vivant, il faut à la fois agir sur les impacts anthropiques, la déforestation, des choses qui sont connues, la déforestation tropicale, le Brésil, etc., la grande barrière verte et l'extension de la lutte contre la désertification, qui a un enjeu climat aussi important, puisque c'est aussi chaque fois que le désert progresse, c'est des sols qui se vident de la matière organique, donc c'est du CO2. Mais il faut aussi agir contre les rétroactions climatiques qui affaiblissent la capacité du milieu naturel. Moi, je pense que c'est là les grandes crises du XXIe siècle. Les grandes crises, ça va être sur la difficulté qu'on va avoir à maîtriser tout ce qui concerne le carbone vivant. Et là, on ne va pas se mentir, c'est pas la technologie qui va nous sauver. Quand on regarde des scénarios, y compris les scénarios du GIEC, on voit que pour arriver à la neutralité carbone, on fait des calculs invraisemblables sur les productions énergétiques à émissions négatives. Ok, mais d'où vient la biomasse qu'on utilise? Bon, dans la stratégie nationale bas carbone, vous avez à peu près 10 millions de tonnes en 2050, c'est le stockage dans le bois. Mais enlever du bois d'une forêt pour le mettre dans une poutre, c'est juste transférer. Si la forêt ne pousse plus, vous ne demandez. Donc pour moi, je ne dis pas que les questions énergétiques sont réglées, loin de là. Mais je pense qu'à mesure qu'on va progresser sur l'énergie, on va voir que la question du carbone vivant et derrière la question du carbone vivant, la question de la biodiversité va être l'enjeu majeur du XXIe siècle.
un colloque à citer en juin, la journée Bois Énergie, qui abordera notamment ce sujet, sur la durabilité, pérennité des forêts, l'approche, etc. C'est l'approche des énergéticiens qui cherche justement à élargir beaucoup de discussions européennes ces derniers mois, avec beaucoup d'associations à ce sujet qui sont assez importantes. Stéphane, tu voulais peut-être rebondir là-dessus. Oui, c'est sûr qu'on aimerait tous avoir la boule de cristal, mais en l'occurrence, personne ne l'a. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait le webinaire il y a 1 an et demi, je vous avais présenté une carte des risques qui avait été faite par le Forum économique mondial à Davos. Et elle avait été faite cette carte juste avant la crise sanitaire. Et donc, on voyait dans cette carte, entre probabilité et intensité des risques, plein de choses marquées sur le changement climatique. Alors, il y avait dans un petit coin virus. Personne ne pensait que ça allait sortir. Et puis, je l'ai re-regardé ce matin. Et je me suis rendu compte qu'au milieu, un petit peu au-dessus de la moyenne, il y avait guerre entre États. Évidemment, dont on n'avait pas du tout parlé il y a 1 an et demi. Évidemment, entre-temps, l'actualité, malheureusement, nous a rattrapés. Donc, je pense qu'on est particulièrement aveugle à ce qui peut nous menacer. Vraiment, je crois que c'est l'historien Marc Perrault qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'aveuglement. Il parle de plein de choses sur l'histoire, enfin, notamment sur la guerre froide, mais c'est assez, je pense, caractéristique de la nature humaine de ne pas arriver à voir ce qui lui pend au nez. Donc, en tout cas, Christian l'a dit là, c'est vrai que le bouleversement climatique va être quand même potentiellement le risque majeur qu'on a affronté, mais bon, là, j'apprends rien à personne. Mais parfois, avec toutes les subtilités qu'il y a derrière, hein, donc effectivement, trop d'eau à certains endroits, mais certainement pas assez à d'autres. Donc, en tout cas, pour ce qui nous concerne dans le monde énergétique, forcément des contraintes sur la production d'énergie, hein, pour faciliter l'assèchement ou en tout cas la moindre disponibilité pour le refroidissement des centrales. Mais la hausse des températures, c'est plus de feux de forêt. Donc voilà, on détruit de la biomasse. On ne sait pas forcément si on la régénère assez. Les rendements agricoles vont probablement baisser à cause des phénomènes de température ou de maladies qui vont augmenter. Donc, un gros défi à relever, et comme dit Christian, je ne suis pas sûr qu'on soit encore bien armé pour arriver à passer. Potentiellement une nouvelle crise financière, je pense qu'il faut le garder à l'esprit. Alors, c'est vraiment pas ma spécialité, mais voilà, vous avez vu qu'il y a des banques qui font faillite aux États-Unis, même en Suisse. Là, je crois qu'on parle toujours le fameux défaut de paiement des États-Unis qui revient sur la table tous les ans ou 2 ans. Bon, c'est pas impossible. Et en tout cas, si c'est arrivé, vu l'état des endettements des pays, clairement, ça veut dire probablement ça ralentirait la transition énergétique. Enfin, voilà, pareil, la boule de cristal. Je pense que c'est quand même un point sur lequel il faut être attentif. Et puis, j'en ai noté un troisième qui malheureusement fait pas plaisir, mais est-ce que le conflit armé va s'étendre? C'est-à-dire là, aujourd'hui, on est quand même dans des tensions géopolitiques entre des pays où voilà, l'autoritarisme est revenu à la mode. Les dépenses pour les armées sont en train de grossir. C'est un truc incroyable. Enfin, je veux dire, c'est des centaines de millions, de milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans. Bon, entre guillemets, je vais dire qu'ils servent à rien. Enfin, je veux dire accessoirement, bon, voilà, je ne veux pas faire mon antimilitariste de base, mais c'est vrai que c'est quand même un gâchis et d'argent et de matière. Et accessoirement, les armées sont des gros pollueurs. Enfin, voilà, je crois qu'il y a une estimation qui dit que toutes les armées mondiales, c'est plus de 5% des émissions de CO2. Certains nous diront que 5%, c'est pas grand-chose pour la sécurité. Voilà. C'est un autre débat, mais voilà, c'est quand même un point sur lequel il faut être attentif aussi. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri aussi qu'on ait de mauvaises nouvelles de ce côté-là. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. Heureusement d'ailleurs, peut-être. Et puis, mais par contre, je pense qu'on n'est pas vraiment très résilient encore. On est quand même encore loin, je pense, même d'un point de vue énergétique. Si Christian dit que la messe est dite, effectivement, il y a une pente qui est prise. Les renouvelables vont probablement prendre le dessus et c'est bien heureux. Mais est-ce que ça suffira pour se prémunir de toutes les crises, ça On pourra y revenir. Peut-être une question du coup de la salle. Merci de l'avoir posée. Que je vais ouvrir un petit peu. La question étant, ne doit-on pas parler plutôt de sobriété, efficacité et de mettre en place l'ensemble du suivi d'usage, des consommations, avec le côté capteur, avec le côté suivi, etc. Dit autrement, si j'élargis un petit peu plus la question, on va pas faire le match low-tech versus to-tech d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on arrive à combiner justement cette approche de suivi, compteur, métrologie, accompagnement, connaissance et visibilité qui est assez intéressant en termes justement d'accompagnement à la sobriété,
tout en ayant un impact de matière aussi qui soit cohérent et un équilibre justement low-tech et tech à ce niveau-là. C'est un débat qu'on entend souvent justement dans un certain nombre de Sénat ou autres sur lesquels il y a ce sujet, avec des oppositions très militantes, très fortes, avec qui parfois sont caricaturées évidemment en revenant à des choses extrêmement simples, et au contraire une voie un peu intermédiaire qui est justement cet appui notamment sur les capteurs de technologie en appui utile, la technologie en appui utile justement vers la sobriété. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de questionnement? À l'association Négawatt, on persiste à dire qu'il est important de faire cette différence entre sobriété et efficacité. Il faut les deux, bien sûr, pour agir. Vu le niveau de développement où on est aujourd'hui, de consommation d'énergie qu'on a, on ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Moi, je me méfie toujours quand on veut essayer d'amalgamer un petit peu sobriété et efficacité, parce que souvent, ça veut dire qu'on va pencher vers l'efficacité pour éviter de remettre en cause les modes de consommation, et on va dire que la technologie va résoudre tous les problèmes. Donc, ça veut dire, donc je suis pas technophobe, hein. Il faut, effectivement, il y a des choses très intelligentes qui se font. Le suivi, c'est quand même la base pour savoir ce qu'on consomme et pour savoir où on peut agir. Je vais vous citer un exemple, par exemple, là, on avait fait un débat avec le CIGERLI à Lyon sur la sobriété, et il y avait quelqu'un d'Auvergne-Rhône-Alpes Environnement qui a fait le suivi des lycées de la région pour voir ce qui était possible en termes de sobriété. Bon, alors on peut dire, ouais, on va mettre des capteurs, savoir ce qui se passe, mais grosso modo, le constat a été vite fait. Le bâtiment n'est occupé, j'ai plus le chiffre, qu'un tiers du temps sur l'année. Parce qu'il n'y a personne la nuit. Enfin, les élèves sont là, voilà, on va dire, entre 8h et 18h, si je simplifie. Et puis, il n'y a personne pendant les vacances. En fait, la vraie seule, la solution la plus pertinente en termes de sobriété, c'était simplement d'arrêter tout le chauffage pendant les vacances, qui parfois fonctionnent encore. Et là, tout d'un coup, il n'y a pas besoin de capteurs pour faire ça. Bon, c'est qu'un exemple, mais voilà, il faut vraiment prendre avec précaution tout ça. On a besoin de techno, il faut l'utiliser intelligemment là où elle sert vraiment à quelque chose, pas la peine de suréquiper, on parle de suivi ou qu'on parle d'autre chose. Mais interrogeons d'abord ce qu'on fait en termes d'usage, en termes de mode de consommation, et souvent on va trouver beaucoup de leviers. Peut-être juste pour rebondir aussi, tu parles d'éteindre le chauffage la nuit, il y a des équipements type GTB, GTC qui peuvent aider les bien sûr, mais ça se fait déjà, hein, heureusement, depuis longtemps. Mais parfois, il y a des pratiques qui font que c'est pas toujours le cas. Non, c'est ça. Mais dans le cadre réglementaire aujourd'hui, il y a 2 décrets, vous l'avez tous en tête, ceux qui nous écoutez, qui orientent la politique sur les bâtiments tertiaires. Le décret de dispositif de l'énergie tertiaire, décret tertiaire qui impose des diminutions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique, de consommation énergétique avec impact gaz à effet de serre, et le décret BAX qui vient de sortir, qui pousse à l'équipement GTB, GTC, qui est une réponse en tout cas rapide aux objectifs du décret BAX en tel. Christian, je ne voyais pas projeter la tête dans un sens ou dans l'autre. Non, j'apprends beaucoup en vous écoutant. Je ne suis pas du tout, comme Stéphane, un expert de ces questions-là, mais j'ai des expériences dans des bâtiments tertiaires. J'ai travaillé à l'Université Paris-Dauphine. Et pendant pas loin de 20 ans, je faisais cours au 5e étage. Dès qu'il commençait à faire froid, j'étais obligé d'ouvrir la fenêtre. Alors qu'il n'y avait pas de régulation thermique à l'intérieur. Donc au début, moi je suis tombé dans le climat au début des années 2000. Je n'étais pas sensible à ça. Quand j'étais sensible à ça, j'ai essayé de faire bouger un peu les choses dans l'université. J'ai même proposé un plan d'Alkia, etc. C'est facile à combiner. J'ai même fait ça avec des crédits carbone. Et en fait, j'ai jamais réussi pendant longtemps à convaincre la présidence de l'université parce qu'ils me disaient, tu comprends, ça va être compliqué, ça va faire du temps. Et en plus, tu dis que ça va faire des économies, mais si on fait des économies, nous, on n'en verra rien. Ça va remonter, il n'y a pas d'incitation. Je pense que la question aussi des incitations économiques, elle est importante. Et de ce point de vue-là, si on veut se passer vite des énergies fossiles, il vaut mieux que le plus des énergies fossiles se déconnectent des autres formes d'énergie. C'est pour ça que je reste, en dépit de toutes les difficultés de mise en œuvre, partisan d'une tarification des émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies fossiles. Ça, je pense que c'est un point important. Alors ensuite,
Sur le débat sobriété, efficacité, je ne comprends pas très bien ce que veulent faire les capteurs là-dedans, parce que les capteurs peuvent aider à la sobriété, en fait, mais la question de l'efficacité, c'est différent. C'est que si vous augmentez l'efficacité du système énergétique, vous allez créer un effet rebond. Parce que l'efficacité du système énergétique va faire baisser le prix du service énergétique, donc vous allez pouvoir en consommer plus. C'est pour ça que moi je pense, comme Négawatt, quoique n'appartenant pas à l'association, que c'est très important de distinguer la variable sobriété qui concerne le niveau de service énergétique dont on a besoin, de la variable efficacité qui est effectivement l'efficacité du dispositif qui permet. Je donne quelques exemples. Les 19 degrés ne sont pas appliqués. Bon, je suis désolé. Moi, je l'applique chez moi. Bon. Parfois avec difficulté. Je ne suis pas seul en plus. Mais quand je fais des conférences en province, c'est très rare qu'à l'hôtel soit 19 degrés. C'est très rare. Et j'ai compris pourquoi une fois. Parce que la personne qui était devant moi était redescendue de sa chambre, insultait la personne qui était à l'accueil en disant « il fait trop froid dans la chambre ». Donc c'est aussi ce genre de choses qu'il faut régler. Donc moi je pense qu'effectivement c'est très important que la sobriété n'est pas contre la technologie du tout, mais si on agit que sur l'efficacité, on aura un effet rebond. Et si on confond les deux, ce qui est souvent fait, alors c'est beaucoup fait dans les messages français, ça commence à être un peu moins fait dans les travaux de l'Agence internationale de l'énergie, mais je crois que c'est très important de distinguer les deux. Et il faut les deux, mais si on n'a que l'efficacité sans la sobriété, on aura beaucoup trop d'énergie. L'efficacité sans sobriété incite et sans incitation économique incite à consommer plus d'énergie. C'est ça le point. Oui, vraiment la sobriété, comme tu dis, ça peut être un contrepoint ça peut prendre le contre-pied de l'effet rebond en fait, parce que du moment que ça fait travailler sur les usages, bien sûr, voilà, bien sûr, on aura moins cet effet rebond. Bien sûr, parce que Jevons, l'économiste qui a fait son essai sur le charbon au milieu du 19e siècle, explique ça très bien. C'est que si on n'agit que sur l'efficacité de l'énergie produite, on va augmenter la demande parce qu'on va faire baisser le prix, tout simplement. Et c'est ce qu'on fait depuis, c'est ce que le capitalisme basé sur les fossiles fait depuis un siècle et demi. Il fait baisser effectivement, si tu regardes le prix relatif du pétrole, du charbon, des carburants depuis 150 ans, ça a baissé en permanence. C'est ce qui a permis ce rebond permanent de la consommation. C'est cet enchaînement-là qu'il faut casser. Pour le casser, il faut de la sobriété. Et à mes yeux, pour accélérer la sobriété, il faut de la planification intelligente des énergies. Côté métrologie, peut-être pour rebondir sur la question, ce que vous dites, c'est intéressant sur le signal prix, en fait, qui permet de visualiser ça. Tu viens de donner l'exemple des universités, le lycée, c'est pareil aussi, ça remonte au niveau de la région. Normalement, les régions sont outillées et ont des politiques globales aussi à ce niveau-là, qui sont assez importantes aussi. Une page de pub, peut-être un instant, si vous me permettez, pour un programme T2E qui porte la T2E. Je laisserai Alison peut-être mettre dans le chat, si tu veux bien, le lien justement vers le programme qui permet d'agir sur la sobriété, mais surtout en réalité l'efficacité énergétique dans l'industrie en particulier. Et on est ici dans les locaux actuels. On est dans les locaux rue Cognac-G. Bien compris d'ailleurs. Un petit peu dans une petite pièce. C'est Canal de peut-être qui est si c'est possible. On est beaucoup dans une petite pièce. Ouais, là, je me suis fait la réflexion quand on en parlait hier, en disant que c'était peut-être la réflexion également, effectivement. On a également le programme. On va retravailler tout ça. On a des spécialistes de l'énergie, justement, qui sont là et qui vont y travailler, effectivement, pour retravailler la régulation, on est d'accord. Et en effet, effectivement, on est justement dans les locaux d'ACTE, le programme central pour la rénovation énergétique des collectivités, qui sont dans les locaux, pour l'anecdote, rue Cognac-G, qui sont les anciens sièges de l'ORTF. Parce qu'on est content d'émettre ce webinaire depuis l'ancien siège de l'ORTF. Ici, Cognac-G, exactement. On peut le dire, on a la salle des 11 étoiles un petit peu plus bas, d'ailleurs. Une question, puisqu'on a aussi un certain nombre d'industriels qui nous écoutent, et puis ça correspond à ce que vous disiez aussi dans vos propos, le côté l'industrie, en fer de lance de cette transformation de manière plus globale. Et puis, un élément d'équilibre essentiel qui est l'hydrogène, en l'occurrence, et beaucoup d'espoir, peut-être de fantasmes, ce sera ma question, sur l'hydrogène vert. Est-ce que la compétitivité de l'hydrogène vert par rapport à l'hydrogène gris, elle est assurée sur combien de temps? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin par rapport aux incitations financières qui sont mises en place et
un enthousiasme très fort, et tu parlais même de bulle, pour le coup, Stéphane, vis-à-vis des pouvoirs publics sur ce financement-là. On est comment par rapport à l'hydrogène? Confiant sur un signal prix d'hydrogène vert par rapport au grid qui va tourner dans le bon sens? Et si oui, à quelle échéance? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer cette échéance? Alors, ce sera une des dernières questions, puisqu'on va arriver au bout, effectivement, de notre temps. On a le temps de traiter la question, mais on arrêtera là après. Alors, je vous renvoie vers un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a fait un gros travail sur l'hydrogène, et de mémoire, ils font des prévisions, enfin des analyses de prix à l'horizon, je crois que c'est 2030 ou 2035, où ils montrent que 2030, que les prix d'hydrogène vert pourraient commencer à approcher ceux d'hydrogène gris, y compris en Europe. Légèrement plus cher, mais vraiment ça se tient à peu près. Quasiment largement concurrentiel en Chine, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est comme ils ont publié leur rapport juste après la crise ukrainienne, ils ont refait une estimation avec les nouveaux prix d'électricité, qui bien sûr du coup avaient bondi. Alors du coup, pour le fait, puisque l'hydrogène vert est fait par électrolyse, ça a redonné un peu de coût à l'hydrogène vert. Donc bon, c'est clair que c'est pas très évident, mais comme dit Christian, si on tarife vraiment le carbone, enfin si on met un vrai tarif au CO2, par essence, ça devrait aider l'hydrogène vert. Mais ce qu'il faut voir, c'est les impulsions étatiques là qui sont données. Donc, comme j'ai dit, l'Europe a mis beaucoup d'argent sur la table. Les États-Unis ont lancé le Inflation Reduction Act. Ils ont mis énormément aussi. Enfin, surtout, ils ont mis un système simple. Ils ont dit grosso modo, on vous aide si vous faites de l'électricité verte et d'hydrogène, si l'hydrogène vient de cette électricité verte. Donc, quand vous parlez avec des professionnels de l'hydrogène, ils vous disent bon, ben, c'est gentil l'Europe, il y a de l'argent, mais en fait, c'est super compliqué de l'avoir. C'est super compliqué de lancer des projets, ça prend énormément de temps. Je regarde aux États-Unis, j'ai juste à aller m'installer là-bas et dire que je vais faire ça, et je touche directement. Donc, alors, il y a un vrai problème, pour le coup encore géopolitique, de positionnement des différents pays des uns par rapport aux autres, et de ce soutien national qui est fait. Donc voilà, là, moi, quand je dis bulle, bon, c'est un avis tout à fait personnel, mais c'est vrai que ça pose question. Je veux dire, alors je pense que ça fait progresser technologiquement, il y a des choses qui avancent, les électrolyseurs progressent, on réfléchit à des tas de choses sur l'hydrogène, que ce soit pour son transport, sa distribution, son stockage, voire son utilisation. Les grands projets européens vont faire apparaître des projets. Là, par exemple, ArcelorMittal se lance vraiment dans la production d'acier avec un système par hydrogène. Les gens dans l'ammoniac commencent à vraiment étudier comment ils pourraient faire sur leur site. Donc ça bouge, clairement ça bouge. Il faut que ça bouge parce que il y a plein de secteurs industriels qui sans hydrogène vert ne pourront pas décarboner quasiment leur production. Donc il faut en passer par là. Mais économiquement, c'est sûr que ça va être tendu pendant plusieurs années. Et voilà, signer un prix ou pas. Ouais. Moi, je serais moins pessimiste que toi sur l'Europe, parce que déjà avec le prix du CO2 à 90 € la tonne, on n'est pas loin de la parité dans certains cas, pas toujours. Après, ça dépend comment est-ce qu'on calcule le coût de l'hydrogène gris. Le problème, c'est un problème de transition, parce que dans le coût d'hydrogène gris, souvent le capital est déjà amorti. Le coût du capital est déjà cher, et que dans le coût de l'hydrogène vert, on se tape tout le coût nouveau de la production d'électricité décarbonée. Moi, je pense que l'hydrogène est évidemment un vecteur extrêmement important. Deux, je pense que, en gros, faire rouler des véhicules particuliers avec de l'hydrogène n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, les éléments très importants, c'est que l'hydrogène est un vecteur qui permet de décarboner les process industriels qu'on ne sait pas bien décarboner autrement. Ça, c'est très important. C'est curieux, l'histoire d'Arcelor. Arcelor, ça fait 15 ans qu'Arcelor nous explique qu'ils ne peuvent rien faire sur la production d'acier primaire. Parce qu'ils négocient leur quota gratuit. Quand l'Union européenne, annonce qu'on va supprimer les quotas gratuits dans l'industrie avec la taxe à la frontière, et deux, que le prix du CO2 passe à 200 € la tonne, Arcelor sort de ses cartons un projet de décarbonation à faux, c'est à Dunkerque.
c'est aussi simple que ça, c'est des incitations économiques. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour accélérer? C'est évident. Il y a un problème techno auquel je ne connais rien, qui est l'efficacité, la taille des électrolyseurs. En gros, on est sur un phénomène classique de nouvelles techno qui va monter en charge. C'est un peu comme le truc des batteries sur les voitures. Tout le monde on fait semblant de croire, de croire les constructeurs automobiles qui nous disent que ça coûte horriblement cher de faire des véhicules électriques. Non, c'est pas vrai du tout. Simplement, on n'a pas les lignes. Et on sait très bien que ça va être moins cher de faire des véhicules électriques que des véhicules thermiques. C'est plus facile à faire. Simplement, il y a une stratégie pour capter des subventions. Donc, je pense que, personnellement, donner 6 000 € à un acheteur de véhicules électriques, c'est gaspiller l'argent public. Je me dis, ayant moi-même acheté un véhicule électrique, tu n'as pas le choix. De toute façon, le vendeur te met la subvention dans le truc. Bon, donc c'est pareil pour l'hydrogène. L'hydrogène vert, il va se développer comme ça. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est deux choses. Un, accélérer massivement l'électricité verte à l'amont. Et là, on retombe sur le vieux fantasme de l'électricité verte, des renouvelables avec le nucléaire. Si on veut faire de l'électricité décarbonée pas chère en 10 ans pour faire de l'hydrogène vert, il faut évidemment faire du renouvelable. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, arrêtons de faire croire que le nucléaire est une technologie pas chère, quelles que soient les opinions qu'on ait par ailleurs sur le nucléaire. Bon, donc il faut évidemment, c'est là où c'est quand même assez faible encore. Bon. Il faut et puis il faut effectivement mettre de l'argent dans la recherche et développement, mais pas dans l'utilisation d'hydrogène vert. Voilà. Bon. Et puis je pense que effectivement ça peut aller très vite, mais ça va être des formes de production d'énergie, d'électricité renouvelable qui ne sont pas du tout de l'électricité décentralisée à petite échelle. Hein. Parce que la grande force des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont très modulables. Donc vous pouvez à la fois faire de l'éolien ou du photovoltaïque une échelle très décentralisée, où le consommateur est aussi le producteur, puis vous pouvez faire des parcs géants. Et c'est des parcs géants qu'il va falloir faire pour avoir l'électricité verte pas chère et l'hydrogène pas cher pour décarboner l'industrie. Et si on ne fait pas en Europe, on le fera ailleurs. Parce qu'il y a quand même des capacités incroyables de production d'électricité verte pas très loin de l'Europe. Okay. Voilà. Donc moi, je vois en prospective, je vois le système avec deux grands pôles d'électricité verte, l'un au sud de l'Europe avec du soleil et l'un au nord avec l'éolien. Et puis après, l'hydrogène, on verra si on le fabrique directement sur la plateforme pétrolière, sur la plateforme, pardon, éolienne, offshore, ou si on le fabrique à l'arrivée, c'est comme ça que ça va se passer. Pareil au sud. Et au sud, moi, je suis très militant sur le développement économique au sud de l'Europe et au sud du Sahara. Il y a évidemment des perspectives extraordinairement exaltantes pour développer ces pays-là, ou pour reconvertir des économies qui sont fâcheusement spécialisées sur le fossile. On revient à la question de la plus ou moins grande autonomie du pays. Bien sûr, voilà. Un équilibre. Mais il faut pas les parce que la force surtout du solaire, c'est totalement modulable. Vous pouvez mettre un petit truc pour recharger votre téléphone, vous pouvez faire un méga énorme. C'est vrai. Des perspectives intéressantes, vous l'aurez compris, on va arrêter là. On aurait pu tenir encore très longtemps, on a beaucoup de questions dans les temps, donc ça c'est parfait. Vous pourrez consulter, je vais laisser Alison peut-être indiquer dans le chat le lien vers le site internet sur lequel vous allez retrouver dans quelques jours du coup le replay de ce webinaire. Il y aura d'autres occasions de se retrouver au niveau de la T2E Île-de-France. On aura notamment une visite du village des athlètes olympiques dans le cadre des JO 2024, donc organisé un peu plus de 3 semaines si je ne m'abuse aujourd'hui. On travaillera aussi sur le confort d'été, canicule, comment est-ce qu'on travaille sur la résilience vraiment des bâtiments, notamment tertiaires, à l'approche des canicules qui vont quand même rester fréquentes, plus ou moins fortes avec les sécheresses, mais en tout cas, tous les modèles prédictionnistes nous le disent pour le coup à ce niveau-là.
Et puis on se retrouve aussi à la rentrée par travailler sur le décret tertiaire. Ils l'ont fait, comment est-ce qu'ils avancent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver au bout de leurs objectifs. Il y a un certain nombre d'autres événements. Il me reste à vous remercier tous les deux chaleureusement d'être venus jusqu'ici à Cognac-Jean en l'occurrence. Rappelez donc ton livre, le dernier et le prochain surtout, Abondance, Rareté et Équité, chez Gallimard, donc en septembre. Donc on essaie de tenir l'été sans d'ici là. On sera rassuré en rentrant, alors qu'on va voir comment créer, c'est une problématique assez large que tu portes du coup là-dessus, un équilibre sociétal et systémique assez intéressant. Merci à vous deux, c'était très riche. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, toujours passionnant de... Surtout toi. C'est lui l'expert. Hein, en tout cas, c'est un excellent échange. On fait une bonne dynamique d'échange à chaque fois. J'espère que ça vous a beaucoup plu à distance. Je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver sur d'autres événements, que ce soit au sein de la T2E, que ce soit pour Acté avec mon casquette cette fois-ci professionnelle également, et dans un certain nombre de colloques, notamment les assises de la transition énergétique à Bordeaux dans une quinzaine de jours. Et en certains des thèmes, je pense qu'on retrouvera en débat. Très bonne journée, à bientôt. C'était Cognac G, on rend l'antenne. Merci beaucoup. Salut.